de site précolombien de Guyane. Accompagnés d'un agent du parc amazonien, nous partons de Saül et empruntons le chemin des cascades et nous diriger vers la montagne Liane où, il y a quelques années, Stéphane a repéré un site précolombien. Armé de son GPS et de sa machette, nous nous enfonçons dans la forêt et ses marécages pour atteindre finalement la montagne couronnée. On voit souvent des collines qui sur les anciennes cartes sont appelées montagnes Liane. C'est souvent l'indice d'une ancienne occupation amérindienne. Mais là pour l'instant on n'en a pas la certitude, on n'a pas encore trouvé de fossé, d'enceinte. Et ce qui est intéressant c'est de chercher des chablis. Un chablis fait une butte de déracinement et souvent met à jour des tessons de poterie. Dans cette souche, ce sont des dizaines de tessons qui sont déterrés à main nue. À quelques pas de cette découverte, nous tombons sur les vestiges d'un fossé circulaire. À quelques mètres de l'endroit où on a trouvé les tessons, on est monté encore de quelques mètres. Et là, je dirais presque avec un œil exercé, on voit le sommet de la colline en plateau qui est très clair. Une forêt qui ne ressemble pas du tout à une forêt d'origine. On a un petit mouvement de terrain de quelques mètres, un petit creux mais qui est là ressemblerait plus à un plat, un petit talus sur le côté gauche et on réattaque la descente. Donc là, on a des bons indices pour dire qu'on est sûrement en présence d'un fossé. Et donc ensuite, il suffira de le confirmer en parcourant ce qu'on considère être le fossé pour voir si ça continue, quelle longueur il fait et surtout est-ce qu'il entame un tour autour de la colline. Une enceinte mise en évidence en avril dernier par un laser aéroporté. Au sol, nous découvrons de nombreux morceaux de poterie enterrés, la preuve d'une activité importante il y a plusieurs siècles dans la région. Quand on trouve des tessons très épais, plutôt plats, il y a de grandes chances que ce soit des platines à manioc. Maintenant, on fait cuire les cassaves sur des platines en métal. Mais avant le métal, c'était des platines en poterie aussi, qui étaient posées sur le feu. Grâce aux missions de reconnaissance au sol des agents du parc, une dizaine de sites précolombiens ont été découverts dans la région de Saül, constituant un réseau de villages fortifiés construits par les Amérindiens avant le XVIe siècle. Néanmoins, le patrimoine mythologique de Norte Chico est si vivace qu'il permet à cette civilisation de rester. We see buildings aligned to track the rising of the sun or aligned to the movements of Venus. Cosmically aligned, like all Maya cities, every building in the heart of Tikal has been extensively mapped. But hidden in the jungle, it has never been possible to see it in all its glory. Until now. So this is the world famous Tikal. Yep, that's the way it looks now. Let's see Tikal naked. But now we've done it. Now we see without the trees. This is amazing for Francisco and I because this is an iconic Maya site. We know this map. We can close our eyes and visualize this map as we've seen it on paper since the 1960s. I feel like I'm there 1,000 years ago and the people are still there and just walking around. After more than a century of study, archaeologists thought they knew every inch of Tikal. But they were wrong. You see that Yeah. structure right there? The LiDAR reveals a previously unknown pyramid, hidden in plain sight, close to the very center of the city. That's gotta set the entire archaeology community on a buzz. Mistakenly overlooked as a natural feature, the team thinks this could be an intact tomb of one of the richest Tikal kings. It's the most important discovery in central Tikal in decades.
Une jungle épaisse recouvre depuis plus de 1000 ans les ruines mystérieuses d'une civilisation disparue. Des villes magnifiques où vivaient presque 100 000 habitants et des pyramides hautes comme des gratte-ciel. Ils vénéraient leurs cruels guerriers dans des temples majestueux gardés par des monstres de pierre. Leurs astronomes calculaient avec précision la course des étoiles. Et leurs savants avaient inventé un système d'écriture très sophistiqué. Ils étaient soumis à des rois tout-puissants qui procédaient à de sanglants sacrifices humains sur les pyramides. Pourtant, par la suite, les traces écrites ont disparu et les lieux de culte ont été abandonnés. Quelle a donc été la cause de la chute subite de l'Empire des Mayas? La première ville maya découverte par les Européens fut Tulum. À partir de ce port de commerce florissant, des marins courageux traversaient la mer des Caraïbes jusqu'au lointain rivage de la Colombie. Le temple du dieu du vent servait de repère aux marins qui rentraient au port et les guidait à travers les dangereux récifs de corail qui bordent la côte. Mais lorsque les conquérants espagnols débarquent sur les rivages du Yucatan, ils rencontrent des indigènes qui vivent dans de simples huttes au milieu des vestiges. Depuis des siècles, les grandes métropoles n'étaient plus qu'un amas de ruines. L'empire des Mayas s'étendait sur un vaste territoire que se partagent aujourd'hui plusieurs États, le Honduras, le Guatemala, le Mexique et le Belize. Il comptait 20 millions d'habitants. Les villes étaient des représentations du cosmos, orientées par rapport au mouvement des étoiles. Les grandes places symbolisent la mer des origines, au-dessus de laquelle s'élèvent les pyramides, telles des montagnes sacrées où résident les ancêtres et les divinités. Dans ce centre voué aux cérémonies vivait l'élite qui détenait le pouvoir. Le peuple logeait aux alentours dans de simples huttes. La foule envahissait les grandes places seulement les jours de fête. Tout cela a été enseveli par la jungle. Un voile d'énigmes quasi insolubles, tel un sortilège, va entourer pour longtemps cet univers tropical de l'Amérique centrale. Pendant un siècle, savants, explorateurs et aventuriers parcourent sur de fragiles canoës les fleuves impétueux de la forêt vierge et se fraient un chemin à travers la jungle. C'est un autre monde, peuplé de 100 millions d'habitants, relayé par des routes, des ponts et des réseaux sociaux qui couvrent tout un continent. Il abrite certaines des plus grandes villes du monde, des villes alignées sur les astres. Et il constitue le berceau de certaines des plus grandes civilisations. Ce monde, c'est l'Amérique, il y a plus de 500 ans. Les Amérindiens ont créé la première démocratie américaine qui, plus tard, a inspiré la Constitution des États-Unis. Ils ont modelé les terres marécageuses du Mississippi pour édifier les plus grandes pyramides du monde, ont transformé les pentes de la cordillère des Andes en champs pour nourrir des millions d'entre eux, et ont domestiqué des plantes qui fournissent 60% de la nourriture consommée aujourd'hui à travers le monde. Les premiers peuples d'Amérique ont inventé un mode de vie intimement lié à la terre, au ciel, à l'eau et à l'ensemble des êtres vivants. Le Grand Canyon, pour moi, c'est comme un utérus. Cet art reflète une pensée très sophistiquée. Ces peuples anciens étaient de fins observateurs. À la croisée des connaissances scientifiques actuelles et du savoir amérindien,
se dessine une nouvelle vision de l'Amérique et des hommes qui l'ont bâtie. Voici la grande histoire des peuples d'Amérique. Mahler. En 1884, à 43 ans, cet Allemand commence à explorer la jungle. Ses expéditions durent de longs mois et il va traverser des régions jusqu'alors inconnues. Qu'est-ce qui a causé ce déclin? Une guerre, une épidémie ou bien une catastrophe climatique? Des décennies durant, Mahler va sillonner une région immense, dont les cartes resteront longtemps incomplètes. Il franchit la frontière invisible vers le Guatemala et s'enfonce toujours plus profondément dans la jungle du Petén, sous la menace constante des bêtes féroces et des maladies tropicales. C'est ici que se trouvait autrefois le centre florissant de l'Empire Maya. Enfin, la troupe atteint les ruines de la ville de Tikal. Au sommet de la pyramide, dans des chambres secrètes, se déroulaient de mystérieuses cérémonies. Les drogues et les sacrifices sanglants permettaient de se rapprocher des dieux. Au centre de Tikal se trouvaient 5 immenses ensembles de temples et 3 palais. Un réseau de rampes et de rues conduisait aux places publiques. À son apogée, la ville comptait 70 000 habitants. Des citernes se remplissaient durant la saison des pluies et assuraient l'approvisionnement en eau potable. L'ensemble de la vie publique était régi par le calendrier. Les rois érigeaient des stèles pour commémorer les dates qu'ils estimaient importantes, comme leur anniversaire ou le jour de leur accession au trône. Pendant très longtemps, personne n'a pu en déchiffrer le code, et ces monuments ont donné lieu aux spéculations les plus fantaisistes. Cette stèle montre un souverain tel que le peuple pouvait l'observer lors d'une danse rituelle au sommet de la pyramide. Son collier est fait de boules de jade. Sur la tête, il porte un énorme masque de divinité couronné par une plume de l'oiseau Quetzal. Seules les pierres sont restées. Teoberto Mahler, comme il se fait appeler désormais, prend quartier dans une ruine bien conservée qui sera baptisée plus tard le Mahlers Palace. Sur un pan de mur à l'entrée, il a gravé son nom et la date de ses visites. 1898 et 1904. L'explorateur travaille sans relâche. Il ne fait pas seulement des photos, mais réalise aussi de nombreux dessins et prend des mesures. Bâtiments, pyramides et sculptures, voilà un domaine où ses études d'architecture lui sont d'un grand secours. Plus il découvre des bâtiments, plus il admire leurs constructeurs, qui ont érigé tout cela sans aucune notion de statique, sans animaux de trait et sans connaître la roue, soumis en permanence aux impitoyables conditions naturelles qui règnent sous les tropiques. Quel spectacle pouvait-on contempler à Uxmal lorsque le peuple, au milieu d'épais nuages d'encens, observait en retenant son souffle les cérémonies du souverain sur la pyramide dans le vacarme assourdissant des tambours et des trompes. Et lorsque des hommes, portant le masque du dieu de la pluie, des vêtements somptueux et des ornements de plumes, traversaient la cour du palais pour célébrer par des danses orgiaques les dates sacrées du calendrier. L'imagination de l'explorateur le ramène 1000 ans en arrière. À Uxmal fut développé un nouveau style architectural. La complexité dans la construction des façades est considérée comme la plus grande prouesse des ingénieurs indiens. Mais lorsque Teoberto Mahler arrive au Mexique, seules quelques-unes des ruines recouvertes par la végétation ont été cartographiées.
C'est à dessein que les indios dissimulent aux étrangers les vestiges laissés par leurs ancêtres. Les représentations de Shak, le dieu de la pluie, sont omniprésentes dans les ruines de la cité de Chichén Itzá. Son nez de serpent orne de nombreux édifices. On peut donc soupçonner que la ville souffrait d'une pénurie en eau. En mesurant de façon précise les temples et les palais de Chichén Itzá, l'architecte Teoberto Mahler est particulièrement fasciné par la mystique des nombres et leur signification. C'est ainsi que chacun des 4 escaliers de la pyramide de Kukulkan est fait de 91 marches. En tout, il y en a 364. S'y ajoute une marche à l'entrée du temple, située sur le faîte. On retrouve donc exactement le nombre de jours d'une année. Ces 9 plateformes correspondent aux 9 niveaux du monde souterrain, tels que le décrivent les mythes mayas. Cette pyramide est une montagne sacrée. L'architecture y est le prolongement de la nature. Elle reproduit l'ordre du monde. Les dimensions des bâtiments étaient en relation avec la course des corps célestes. Un édifice spécial permettait de les observer. Dans cet observatoire antique, les fentes des ouvertures étaient disposées en fonction de points astronomiques. Ainsi, au moment de l'équinoxe, on pouvait observer le coucher du soleil avec précision. Les astronomes de Chichén Itzá avaient aussi calculé le temps de révolution de Vénus, avec une erreur de seulement 14 secondes par an. Pour ce qui est du mois lunaire, l'écart dans leur calcul n'était que de 23 secondes. Comment une telle précision, aujourd'hui inexplicable, était-elle possible? Dans leur chronique, les conquérants espagnols mentionnent l'existence des milliers de codex qu'ils trouvèrent en arrivant au Mexique. Les missionnaires confisquèrent les textes sacrés des Mayas, considérés comme l'œuvre du diable, et les brûlèrent. Pour la seule année 1562, l'archevêque du Yucatan, Diego de Landa, envoie au bûcher 27 manuscrits. Le fanatisme des moines franciscains ne connaît pas de limite. Seuls 4 textes échapperont à la destruction. L'un des 4 livres qui nous sont parvenus est conservé dans la salle des incunables de la bibliothèque du Land de Dresde. Les savants indiens y avaient consigné ce qu'ils savaient. Lorsqu'on le déplie, l'ouvrage fait plusieurs mètres de long. C'est un trésor pour les bibliophiles. Le peuple de Chichén Itzá était particulièrement belliqueux. Ces temples glorifiaient la guerre et la caste des guerriers avait pris la place du roi. Shak, l'insatiable dieu de la pluie, exigeait sans cesse de nouveaux sacrifices humains. Tandis que les cultes se déroulaient sur la plateforme supérieure des temples, les cœurs des sacrifiés flottaient dans des bassins au pied des figures de pierre. Pour s'assurer de la bienveillance du dieu, on jetait aussi les prisonniers, les mains attachées, dans le grand puits sacré, comme en témoignent les découvertes des archéologues. Les cultures en terrasse des Mayas retenaient l'humidité jusqu'au cœur de la saison sèche. Dans ces jardins suspendus, on cultivait l'avocat, le piment et la tomate. Un système efficace tant que tout allait bien. Arrivé à Yaxchilán, le voilà tout d'abord devant le temple du roi Oiseau-Jaguar. Chacune des 3 entrées est ornée de l'image du puissant souverain. Sur les sculptures à peine dégagées, Teoberto Mahler découvre des traces de couleurs. Aujourd'hui, elles ont disparu.
Dans une niche située derrière l'entrée du milieu se dresse une statue du roi oiseau-jaguar. Assis en tailleur, coiffé d'un grand casque de plumes, il dirigeait autrefois son regard en direction de l'est, au-delà de la grande place. La statue était orientée très précisément de façon à pouvoir regarder le lever du soleil lors du solstice d'été. Mahler découvre que l'on fait encore des sacrifices devant la statue. Pour les Indiens de la forêt, le roi était devenu un dieu, comme il l'affirmait lui-même autrefois dans des hiéroglyphes raffinés. Une population inventive et raffinée avait créé un joyau d'urbanisme sur ces collines où s'étageaient les terrasses. La tour du palais royal servait sans doute à l'observation des étoiles. Car à Palenque comme ailleurs, la science des astres était un instrument de domination. Le bâtiment qui jouxte le palais restera longtemps un mystère pour les archéologues. Impossible de déterminer à quoi servait cet escalier extérieur monumental qui menait aux pièces d'apparat situées au sommet. Étonné, perplexe, Mahler examine les voûtes. Il ne peut décrypter les signes qui racontent la vie glorieuse des héros. Il ne se doute pas que dans les profondeurs de la pyramide, au bout d'un escalier effondré, se trouve une chambre secrète. Là, caché sous un masque mortuaire de jade, au milieu de ses trésors, repose le plus grand souverain de Palenque, le roi Pakal. La ville avait connu un âge d'or sous son règne, et ses hauts faits lui avaient donné un charisme qui a perduré jusqu'à nos jours. Il correspondait parfaitement à l'idéal du puissant roi guerrier. Il pouvait se glorifier de ses nombreuses victoires dans de longues inscriptions. On racontait aussi comment il humiliait ses rivaux faits prisonniers et les sacrifiait aux dieux. Ces données biochimiques sont très pertinentes par rapport à l'ensemble de la région, donc aussi pour l'ancien territoire des Mayas. Et nous pouvons dater très précisément 3 périodes de grande sécheresse entre 750 et 900 après Jésus-Christ. Cet appareil est capable de radiographier des échantillons de sol vieux de 1000 ans et d'en déterminer les composants. Il procède par fines lamelles de 2 mm d'épaisseur, dont chacune représente 5 mois d'histoire du climat. Nos résultats correspondent parfaitement avec les datations des archéologues au sujet de la disparition de la culture maya. On pourrait donc établir un rapport plausible entre la sécheresse et cette disparition. Les résultats d'analyse le prouvent. Pendant un millénaire, la sécheresse a sévi dans la région. Elle est survenue de manière si soudaine que la population a été prise totalement au dépourvu. À Palenque, Alfonso Morales est en quête d'une découverte archéologique sensationnelle. Ces tombeaux royaux figurent parmi les plus grandioses. Ils recèlent des peintures murales, des jades et des céramiques datant de la période classique. À Dos Pilas, le commencement de la fin se situe en l'an 761, au moment où des vassaux de la cité de Tamarindito se révoltent, capturent le souverain et le mettent à mort. Au milieu du 8e siècle, les habitants cessent toute construction, toute production de céramique et se barricadent dans la ville. La région est exsangue. Par-dessus l'escalier du temple, avec sa décoration raffinée, on érige un mur grossier qui semble être une construction défensive. Les ressources se raréfiant, les guerres deviennent de plus en plus brutales. Les textes en hiéroglyphes ne mentionnent pas moins de 100 batailles entre 28 villes. À la suite de quoi, la caste dominante est dépouillée de tout prestige. Le peuple a perdu la foi. L'état de ces hiéroglyphes est révélateur. Les tailleurs de pierre avaient tout préparé, et puis soudain, il n'y a plus rien eu à raconter.
Les ennemis qui menaçaient Dos Pilas devaient être fort puissants pour que les habitants de la ville construisent un système de défense aussi élaboré. Dans les villes, sur des rangées de pieux prévus à cet effet, on plante et expose les têtes coupées des prisonniers. Les souverains mettent désormais toute leur ambition dans la course aux armements. La vie quotidienne est militarisée. Tuer pour ne pas être soi-même tué. La société tout entière est organisée en vue de la guerre. On observe les étoiles afin de déterminer le moment idéal pour les offensives. L'influence grandissante de la caste des guerriers affaiblit le pouvoir des rois. La civilisation maya se porte le coup fatal. De tels édifices monumentaux empiètent sur les terres agricoles qui entourent les villes. Les paysans sont refoulés vers les terres moins fertiles des collines. La base même de la richesse d'un royaume, la surabondance de nourriture, est compromise. C'est un véritable cercle vicieux. Le niveau des nappes phréatiques avait baissé de manière dramatique. Nous avons pu faire le lien entre les marques apparaissant sur ces murs et la grande sécheresse de l'an 800 après Jésus-Christ. Elle semblerait être à l'origine de l'abandon des villes dans cette partie de la péninsule. Ici, au premier étage du palais, on peut voir comment les activités de construction à Štipče se sont arrêtées. Les maîtres d'œuvre ont pu encore monter les murs jusqu'à une hauteur d'1,80 m. Initialement, une voûte était prévue, mais elle n'a pas été construite. Les souverains de Štipče n'ont pas été en mesure de terminer leurs édifices, ni de les protéger des pillages. Des événements comparables se sont produits au même moment dans toute la région. Apparemment, l'aristocratie locale avait disparu. Avait-elle été dépossédée de son pouvoir, chassée ou bien tuée ?